Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Regard croisé sur les élections en Afrique de l'Ouest. Les semaines à venir seront décisives pour la sous-région. Face aux hésitations de l'opposition ivoirienne, à la recherche de la nouvelle date du scrutin présidentiel au Burkina Faso, les Guinéens, quant à eux, éliront ce dimanche leur futur président. Des élections sous haute tension dont les résultats sont attendus avec beaucoup d'incertitudes. Bien malin celui qui jouera au jeu des prédictions. Sans prétendre pratiquer la magie, le Grand Talk sort ce soir sa boule de cristal pour tenter de comprendre les enjeux de ces différentes élections. Et avec moi, justement, pour décrypter tout ça, M. Pograwa Moumouni, coordonnateur du N23, le plus grand mouvement de la société civile de la diaspora burkinabé. C'est ainsi que vous vous présentez. Monsieur Pograwa Moumouni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de notre plateau, bien sinon ce n'est que la deuxième fois que vous venez. On a ensemble décrypté la crise burkinabé au lendemain de la chute du capitaine Blaise Compaoré. En face de vous, Monsieur Diallo Mamadou Mouktar, secrétaire à la communication et à l'information du bureau fédéral de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de la Guinée, et directeur national de campagne du candidat Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle en Guinée pour ce dimanche en Guinée. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. À côté de monsieur Pograwa Moumouni, monsieur Linga Boukari, qui est le vice-président de la jeunesse de la Nouvelle Alliance du Faso, le NAFA, c'est ça? Non, la NAFA, devrais-je dire, de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Monsieur, bonsoir. Voilà. Nous allons essayer de tenter de comprendre, les derniers événements au Burkina Faso. Mais avant, monsieur Diallo Mamadou Mouktar, quel regard portez-vous évidemment sur la crise au Burkina Faso? Le Burkina qui avait amorcé justement un processus démocratique, le coup d'État avorté finalement de M. Gilbert Diendéré. Comment vous avez analysé en tant que communicateur déjà? Bon, ce serait prétentieux de vouloir donner des leçons aux gens, mais je pense que les Burkinabés sont assez mûrs et assez grands pour traiter leurs problèmes. Sans vouloir forcément donner des leçons, oui. Mais en tant que démocrate, comment vous avez vécu justement l'arrivée de Diendéré comme un cheveu sur la soupe? Bon, par principe, en tant que démocrate, tous les coups d'État sont condamnés. Donc nous condamnons le coup d'État. Au Burkina, je pense que les Burkinabés doivent se retrouver pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Dans l'élément qui va suivre, retour sur les événements au Burkina Faso. Le 31 octobre 2014, à la suite d'une insurrection populaire, Blaise Compaoré est chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du pays. 2 semaines plus tard, une charte signée par l'armée et les civils met en place une transition présidée par le diplomate Michel Kafando. La volonté d'un retour à la normale incline les nouvelles autorités à fixer la présidentielle au 11 octobre 2015. Malheureusement, la transition n'aura pas la vie paisible. Le chamboulement naît dès la promulgation le 15 avril dernier d'une loi excluant les partisans du président déchu des futures joutes électorales. Par ailleurs, la décision de dissoudre le régiment de sécurité présidentielle n'est pas sans conséquence. Le 17 septembre 2015, le général Gilbert Diendéré, l'ex-patron de ce régiment, renverse la transition et se proclame chef de l'État. Le peuple, les forces armées loyalistes et la pression de la communauté internationale réinstalle Michel Kafando et son équipe le 23 septembre. Le général putschiste et l'ex-ministre Djibril Bassolé, sur qui pèsent de lourds soupçons, sont arrêtés et écroués. Ils sont inculpés pour 11 chefs d'accusation, dont l'attentat à la sûreté de l'État et la haute trahison. Retour justement sur notre plateau après cet élément concernant le Burkina Faso. J'ai oublié de dire dans l'introduction, quand je présentais évidemment mon plateau, que la chaise vide à côté de vous aurait dû être occupée par Monsieur Kamara Djouma,
qui est le premier responsable en Côte d'Ivoire. Dioman Kamara. Dioman Kamara, Oui. donc, qui est le responsable en Côte d'Ivoire du RPG, Rassemblement du peuple guinéen en Côte d'Ivoire, qui a poliment décliné notre invitation. Mais c'est une habitude au RPG. Alpha Condé a refusé un débat entre les deux tours en 2010 avec le président Sellou. Donc si le représentant du RPG refuse de venir débattre, c'est dans la tradition du RPG. Ils ont peur de débat. On va tenter de comprendre aussi les enjeux des élections en Guinée, revenir justement sur 2010 et tenter de comprendre tout ça. Alors, Moumouni et Monsieur Lenga Boukari, vous tous les deux, vous êtes les Burkinabés de la diaspora vivant en Côte d'Ivoire. Comment vous avez vécu les événements au Burkina ? Alors, permettez-moi avant tout propos de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés lors de cette tentative de prise de pouvoir par la force, par les armes, par un groupuscule de terroristes. Pour dire que c'est vraiment malheureux ce qui s'est passé dans notre pays. C'est avec un cas métrique que nous avons tous suivi, n'est-ce pas, cette tentative de coup d'État. Mais je vais aller plus loin. Ce n'est pas moi qui ai utilisé le mot, c'est l'Union africaine, c'est les Nations Unies qui ont dit que c'est un groupuscule de terroristes qui ont pris en otage tout un peuple. Donc pour nous, ce n'est rien d'autre que du terrorisme et que ceux qui ont soutenu ou qui ont perpétré ces événements-là doivent être traités comme tels. Donc c'est vraiment meurtri dans ma chair que j'ai appris et j'ai suivi ces événements pendant que nous étions en train de sortir tranquillement de la transition, pendant que le Burkina Faso avait amorcé, n'est-ce pas, cet élan sur le chemin de la démocratie pour sortir notre pays de 27 ans de dictature. Voilà qu'un coup d'arrêt a été porté à cette transition démocratique qui était en train tranquillement d'organiser les élections. Donc c'est vraiment dommage et j'espère que la justice va se mettre en branle pour que les uns et les autres puissent répondre de leurs actes. Monsieur Lenga Boukari. Oui, l'analyse que j'ai faite est que ce qui est arrivé à mon pays m'afflige, comme mon président l'a dit. C'est-à-dire, il faut travailler pour ne pas arriver à ces résultats. Les résultats d'aujourd'hui que nous connaissons, Moumouni l'a dit tout à l'heure, il y a eu des morts. Nous aurions pu éviter cela. Mais la transition, pour moi, a causé un certain nombre d'incohérences qui ont appelé à ce que le peuple burkinabé se retrouve dans cette situation. Et je déplore cela. Alors, vous parlez d'incohérences. Alors, on va essayer justement avec vous de tenter de comprendre quelles sont ces incohérences. Les incohérences, je prends d'abord le cas de la charte que les Burkinabés, les partis politiques, les leaders coutumiers, les religieux, la société civile, non, mais pas seulement la société civile, il faut qu'on parle aussi évidemment des forces vives de la nation qui ont rédigé et signé. Voilà. Mais à son article premier déjà a été faussé, qui stipule que d'abord il faut que la transition applique le pardon, l'inclusion qui a été assassinée à la place. Aujourd'hui, nous connaissons tout ce que nous connaissons, c'est l'exclusion. Et c'est l'exclusion, ceux qui ont fait le coup, que je ne soutiens pas, que je condamne d'ailleurs, qu'ils ont avancé comme argument. Alors, si l'exclusion d'abord au début n'a pas été acceptée par une grande partie de la population de notre pays, et que je pense que c'est ce que pour vous, évidemment, c'est l'exclusion qui expliquerait forcément cette tentative de prise de pouvoir du général Gilbert Diendéré. Alors, on va essayer de terminer sur ce sujet avec M. Pograwa Moumouni. Comment vous expliquez que les résultats, évidemment, des candidats retenus ont été prononcés, avec évidemment l'exclusion des candidats du CDP qui n'ont pas réagi quand les résultats ont été prononcés, et que le général ait expliqué son coup d'État par le fait qu'il y ait cette exclusion du CDP. Écoutez, Jean-Jacques, je pense qu'aucune raison ne peut être avancée pour permettre à des personnes de doter la vie d'autrui. Nous sommes en démocratie. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses, comme il l'a souligné, je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été établis, pas en démocratie en tout cas, pour se faire entendre. Je crois que c'est ce qui a été le cas.
lorsque le Conseil constitutionnel a émis son avis et a décidé de recaler certains candidats, je répète bien, certains candidats, parce qu'aucun parti politique n'a été recalé. C'est juste quelques individus en conformité avec la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a bien reconnu le droit au Burkina Faso de recaler certains individus qui, à un certain moment donné, ont soutenu tout acte allant à trupaturer notre Constitution. C'est ce qui a été fait. Juste quelques individus ont été recalés à cause pour avoir soutenu le projet de modification de l'article 37. Un point, un trait. Donc, aucun parti politique n'a été recalé, n'a été exclu. Donc, le mot exclusion n'existe pas au Burkina Faso. On n'a exclu personne. Deuxièmement, je suis surpris d'entendre le camarade ici, représentant de la NAFA, dont le président, le général, aujourd'hui, qui est en détention. C'est suite aux enquêtes préliminaires. Il se trouve que le gouvernement, n'est-ce pas, en tout cas la justice, s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu des éléments probants qui prouvent qu'il a soutenu et qu'il a été de mèche avec les putschistes et les terroristes. Donc, tout simplement, le droit a été dit, on l'a interpellé et l'enquête suit son cours. Donc, imaginez-vous, pour faire un coup d'État... Mais pour l'instant, il est en détention. Oui, il est présumé, M. Jalac, ce coup d'État a été perpétré par quand même plus de personnes. Ils sont quand même des centaines de personnes. On a encore, aujourd'hui... Il n'avait rien à voir avec le CDP. Il n'a fait que donner son avis sur une crise... C'est ce que je vous dis. Le général Bassolé, aujourd'hui, qui a été interpellé pour raison d'enquête, l'enquête sur son cours, a quelque chose à voir selon, en tout cas, il est présumé, puisque aujourd'hui, rien encore n'a été donné comme preuve par la justice, comme quoi il aurait soutenu ou appuyé les putschistes. Donc, la justice suit son cours, et notre souhait est que ce soit le général, tous ceux qui ont soutenu, que ce soit en interne ou en externe, que ce soit des partis politiques ou des individus qui ont soutenu ce putsch-là, ce acte terroriste-là, doivent être poursuivis, arrêtés et écroués. C'est clair et c'est net. Voilà. Donc, alors, je pense qu'aucune raison ne peut expliquer qu'on soutienne un coup d'État. Peut-être que M. Linga Boukari a quelque chose à ajouter sur cette arrestation de M. Djibril Bassolé, qui est le président de la NAFA. Je comprends parfaitement les propos de Pograwa, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un Allons directement, allons aux enjeux, s'il vous plaît. Voilà, les enjeux, c'est que la transition a été mal menée, c'est ce qui a envoyé tout cela. Aujourd'hui, il parle des terroristes, ce sont des Burkinabés. Il parle des individus mal intentionnés, mais ils ont avancé un argument. Et cet argument, nous ne reconnaissons pas en réalité dedans, dans le coup d'État, mais en tout cas, les principes qu'ils ont avancés, et là, ils ont arrêté le monsieur en disant que non, que le monsieur n'a pas soutenu ouvertement le coup d'État. Mais j'ai vu ma candidature, il n'a pas condamné. J'ai été rejeté comme candidat à l'élection. Il est là. En fait, nous, on cherche à comprendre, et les téléspectateurs, et je suppose aussi les Burkinabés, à la fois de la diaspora que les Burkinabés du Burkina, oui. Pourquoi, selon vous, monsieur le vice-président de la jeunesse de la NAFA, oui. Monsieur Djibril Bassolé, a été arrêté? Selon moi, l'arrestation de Djibril Bassolé est due de son rang. C'est quelqu'un qui fait peur. Il fait peur pourquoi exactement? C'est un militaire? C'est un... Non, ce n'est pas un militaire, en fait, c'est un homme. C'est un dictateur? Pas un dictateur. Il fait peur à qui, en fait? Durant 30 ans, Djibril Bassolé a travaillé pour notre pays. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Mais le rôle qu'il a joué, c'est de ça que je vais vous parler. Parlez-nous du rôle qu'il a joué. Voilà, le rôle que Djibril Bassolé a assumé à la tête de notre pays. Il a été d'abord le médiateur de tous les conflits en Afrique ici. Présentement, il est le responsable de l'organisation de la coopération islamique pour le Sahel. Et c'est un homme qui a un calendrier chargé. C'est un homme qui connaît la gestion réelle
du Burkina Faso. Quand vous parlez de calendrier, vous vouliez dire plutôt carnet d'adresse chargé. Carnet d'adresse, voilà. Ok, on a bien compris. Voilà. Pour vous, donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on l'a arrêté. Alors, ok, on va essayer de partir un peu plus loin. Mais revenir à M. Diallo Mamadou, puisque dans la deuxième partie de cette émission, on parlera énormément de la Guinée. Pour vous, est-ce que l'exclusion peut être cet élément déclencheur de cette crise au Burkina, notamment cette tentative de coup d'État avorté? Encore une fois, je ne voudrais pas me mêler des affaires du Burkina. Mais en tant qu'Africain, et compte tenu de l'expérience que nous avons de certains pays, surtout dans lesquels nous vivons, je pense que l'exclusion conduit toujours à des frustrations. Et ces frustrations peuvent entraîner des réactions plus ou moins violentes. Il faut les éviter. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, je demande que les Burkinabés se retrouvent, c'est qu'ils discutent ensemble, qu'ils trouvent le bon chemin, parce qu'on a tellement de problèmes de développement en Afrique qu'il ne faut pas s'attarder sur des histoires de coups d'État, des histoires d'exclusion. On ferait mieux d'avoir des programmes de développement que de se déchirer en exclusion et qui conduit parfois à des crises très violentes. On en a connu. Donc vraiment, je demande aux Burkinabés humblement de se ressaisir, de se retrouver en frères et puis de tracer les sillons du développement du Burkina. Alors, Monsieur Lenga Boukari, alors on va revenir à vous. Notamment, il a été inculpé pour 15 chefs d'État dont atteinte à la sûreté. 15 chefs d'accusation, excusez-moi pour le peu, dont l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est aussi grave que ça quand même, hein, pour un monsieur comme Djibril Bassolé. Pourquoi il n'a pas, selon vous, soutenu... avec l'ennemi extérieur. Écoutez. L'ennemi extérieur, c'est qui? Qui est l'ennemi extérieur? Ils ont mobilisé pour venir aider, n'est-ce pas, leur sombre dessein. Je pense que j'avais suivi un peu le communiqué de la justice. Il est clairement établi que les putschistes avaient à un moment donné contacté des Touaregs et certaines armées de certains pays limitrophes du Burkina Faso pour venir les aider dans leur sombre action. Donc c'est pour cela que Djibril Bassolé a été interpellé. Je pense que je suis d'accord avec lui sur un point. Effectivement, il fait peur. Il fait peur parce qu'un Burkinabé, on peut comprendre qu'un Burkinabé, quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions, comme il a dit tout à l'heure, on ne peut pas comprendre qu'une telle personnalité puisse tomber aussi bas pour penser à un moment donné envoyer tout son peuple aux portes du terrorisme. Parce que c'est le gouvernement a clairement... Attendez, M. Djibril Bassolé n'a fait que se prononcer, comme beaucoup d'autres candidats. Je vous dis que les autorités judiciaires ont des éléments qui démontrent effectivement que M. Djibril Bassolé, avec le groupe, les instigateurs, les inspirateurs et les comploteurs, sont rentrés en contact avec des djihadistes et certaines personnes, en tout cas dans d'autres pays, pour venir les soutenir. C'est parce que ça n'a pas marché au regard de la mobilisation populaire. Monsieur Lenga, est-ce que M. Djibril sont mobilisés de par le monde, de par le monde, parce que dans toute la diaspora, nous avons lancé un mot d'ordre partout dans le monde, ici, tout un Burkinabé, nous sommes mobilisés en même temps qu'au niveau du Burkina pour dire non. Et c'est pourquoi ça a fonctionné. Si vous avez remarqué à un moment donné, même la CEDEAO avait voulu jouer un peu à la compromission, mais le peuple a dit non. Finalement, la voix du peuple a été entendue. Donc, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, la justice a été mise en marche. Les uns et les autres vont répondre. Dieu merci que nous avons... le général Djendjere lui-même a dit qu'il allait se mettre à la disposition de la justice. Nous espérons qu'il va effectivement dénoncer tous ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin, en interne ou en externe, pour que toutes ces personnes puissent répondre devant la justice. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas que nos martyrs soient morts pour rien. Et le peuple va veiller à cela. Alors, on va terminer justement cette première partie avec M. Lenga Boukari. Vous croyez justement aux preuves présentées, ou du moins aux éléments de preuves présentés par la justice burkinabé contre M. Djibril Bassolé. Bon, voilà ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a dit qu'ils ont comploté avec l'extérieur pour venir les aider. Mais lorsque Djibril a été arrêté, ou bien avant d'être arrêté, les frontières étaient fermées. Mais est-ce qu'ils ont trouvé un seul djihadiste ou un seul terroriste au Burkina Faso venir aider le Djibril Bassolé? Non. Je viens de le dire tout à l'heure, c'est un monsieur qui fait peur. Et il a parlé des morts inutiles. Les morts dont on parle. Moi, je peux affirmer aujourd'hui que j'ai les informations qu'un jeune qui n'a pas voulu participer
à leur marche macabre qui a été tué. En gros, pour vous, si Djibril Bassolé s'était présenté aux élections, ou était candidat pour les élections au Burkina, à coup sûr, je vous laisse pas terminer, à coup sûr, le président. Écoutez. Tout à l'heure, il a dit que les frontières étaient fermées. Mais par qui? Par Gilbert Diendéré, qui en ce moment était chef de la junte, qui avait fermé les frontières. Donc il maîtrisait les flux entre les frontières. Mais donc, pour écoutez, Djibril Bassolé a-t-il été arrêté, mis aux arrêts, parce qu'il avait plus de chances d'être président de la République du Burkina? Parce qu'il est mieux outillé que l'ensemble des autres. Je suis désolé de me rendre compte que ce parti, qui n'est rien d'autre que un parti bis CDP, parce que pour nous, il n'y a pas de différence entre la NAFA et le CDP, c'est clair. C'est vraiment être vraiment très prétentieux de dire qu'aujourd'hui, que c'est parce que Djibril Bassolé avait plus de chances d'être élu qu'on l'a écarté ou qu'on l'accuse aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment écœurant d'entendre ces genres de choses. Alors, vous dites des choses terribles quand même, de dire que la NAFA, c'est le CDP bis. Vous êtes le CDP bis, la NAFA? Nous ne sommes pas le CDP bis. Le CDP, il y a quand même des gens qui sont issus du CDP. Il y a des gens qui sont issus du CDP, il y a des gens qui sont issus il y a l'ADF, il y a l'ADA, il y a l'UNDD. Quand le Djibril Bassolé avait voulu être le candidat du CDP, c'est parce que un certain nombre de dirigeants du CDP n'avaient pas porté leur choix sur sa personne qu'il a créé le NAFA. Donc pour nous, de toute façon, monsieur, je vous donne une information, je sais que vous savez très bien, lorsque le général Diendéré a été obligé de rebattre en retrait parce qu'il a constaté que le coup avait échoué, dans la presse, il a bien entendu déclaré que ce coup d'État allait bénéficier à Djibril Bassolé, puisque ça allait lui permettre d'être finalement candidat. Lui et le CDP. Okay. Donc pour nous, on va terminer ce sujet très rapidement parce que ça l'a pas remarqué. Pour nous, le CDP, que ce soit le CDP, que ce soit la NAFA et tous les autres partis qui ont contribué, qui ont poussé, qui ont mal conseillé Djibril Diendéré et qui l'ont poussé à poser cet acte-là, pour nous, ces partis politiques doivent être dissous et les responsables doivent être arrêtés et doivent répondre devant la justice. Ça, c'est clair. Alors, on termine avec vous justement sur le sujet. Peut-être vous avez un mot à dire. Ce que je veux dire, c'est que je comprends parfaitement ce monsieur. Parce que c'est... Mais pourquoi vous passez tout votre temps à le comprendre sur le plateau? Non, en fait, c'est le reflet de la transition qui est là. C'est le reflet de la transition mal menée qui est ici. Donc, ils ne peuvent pas cautionner ce qui est le droit, ce qui est normal. Est-ce qu'on devra s'attendre à un prochain coup de soulèvement populaire ou un prochain coup d'État encore, puisqu'il y a encore des frustrés, c'est ça? Non, je ne dirais pas qu'il y a encore des frustrés. La majorité est frustrée en ce moment. Mais la majorité silencieuse. Je suis désolé, monsieur S'il te plaît, la majorité... C'est le peuple qui a fait échouer ce coup d'État. Une partie du peuple. C'est une partie du peuple qui a fait échouer le coup d'État. Écoutez-moi, monsieur Jean-Jacques. Surtout la jeunesse. C'est le peuple qui a fait échouer le coup d'État. Quel peuple? C'est le peuple qui a fait désarmer les RSP. C'est le peuple qui a chassé une partie du peuple qui a fait désarmer les RSP. Il n'y a que deux frustrés. C'est le CDP et c'est les RSP. On en reparle dans la deuxième. Pour nous, le peuple a fait le travail. Et Dieu merci, c'est une leçon de démocratie que nous avons envoyée à la planète tout entière. On en reparle, monsieur. Merci beaucoup, mais on en reparle puisqu'on aura le temps de donner évidemment plus de temps de parole à monsieur Lenga Boukari pour qu'il explique évidemment les enjeux de cette arrestation. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous avez dit monsieur Djibril Bassolé fait peur. Sera-t-il arrêté? Oui, ou il peut être libéré pour l'instant. Monsieur Djibril Bassolé n'a pas été encore jugé. Ce que je peux dire, c'est qu'il sera libéré parce que le dossier est vide. Bon, alors, donc, c'est un acharnement politique qu'il subit en ce moment. Le dossier de M. Djibril Bassolé est vide. Nous, notre émission, elle est pleine de rebondissements. Dans un instant, évidemment, on retrouvera M. Diallo Mamadou Mouktar pour parler de ces élections en Guinée, puisque ce dimanche, en Guinée, on vote, c'est l'élection, devrais-je dire, du prochain président de la République. A tout de suite, juste après la pub. Le 25 octobre 2015, la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec l'histoire. Face à Alassane Ouattara, 9 autres candidats rêvent de conquérir le fauteuil présidentiel. Du 12 au 25 octobre, Vox Africa vous plonge au cœur des élections présidentielles. Analyse, débat, reportage, vivez la quinzaine ivoirienne tous les soirs à partir de 19h30 GMT. En Vox News, retrouvez le journal de la campagne avec l'actualité du scrutin au quotidien. Dans Focus, Eric Nindou décrypte le programme des candidats. Et dans le grand talk, Jean-Jacques Varold ouvre le débat avec ses invités.
La présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire est à vivre exclusivement sur Vox Africa. Retour dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk, et il faut le savoir quand même, c'est le dernier Grand Talk avant les Grand Talk spécial élections en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes avec monsieur Diallo Mamadou Mouktar, qui lui est le secrétaire à la communication et à l'information du Bureau fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et vous êtes en même temps le directeur national de campagne de monsieur Cellou Dalein Diallo. On parlera dans un instant de la Guinée. Et puis, M. Moumouni Pograwa, je rappelle, coordonnateur du N23, le plus grand mouvement de la société civile de la diaspora burkinabé. Et puis, M. Lenga Boukari, vice-président de la jeunesse de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre, regardons tout de suite cet élément sur la Guinée pour comprendre les enjeux de ces élections-là. La campagne électorale bat son plein en Guinée. Le pays élira ce dimanche son futur président. Depuis 2 semaines, 8 candidats sont à la page des voix des électeurs. Parmi ses compétiteurs, 3 grands favoris, le président sortant Alpha Condé du Rassemblement du peuple guinéen, Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée et Sidia Touré de l'Union des forces républicaines. Toutefois, la situation reste préoccupante dans ce pays où jeudi dernier, des heurts entre militants UFDG et RPG ont fait un mort et près de 20 blessés. L'opposition n'aura finalement pas obtenu le report d'1 semaine du vote, malgré ses réclamations. La CNI, la Commission électorale nationale indépendante, a maintenu la date du 11 octobre. Qui sera proclamé vainqueur? Les jours à venir nous le diront. Retour sur notre plateau où nous avons délibérément enlevé la chaise de M. Camara Djouma du RPG, qui aurait dû être là pour vous donner le ton, mais qui n'a pas pu être là. Il n'a pas pu être là, il a refusé. C'est dans la tradition du RPG de fuir les débats. Je signale qu'en 2010, M. Alpha Condé a refusé un débat entre lui et son challenger Cellou Dalein Diallo. Alors si le RPG ne vient pas à ce plateau, c'est pour respecter la tradition de fuite des débats. Alors, il y a 3 favoris. Il y a 3 favoris pour ces élections. Monsieur Cellou Dalein Diallo que vous représentez. Donc, je suppose que pour vous, c'est le super favori. Évidemment, c'est... C'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre, autant le dire. Monsieur Alpha Condé et monsieur Sidia Touré, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, pour vous, comment vous expliquez la débâcle de monsieur Cellou Dalein Diallo en 2010 ? Comment on est passé de ce fameux 44% avec un 18% pour M. Alpha Condé et basculer justement pour M. Alpha Condé qui est finalement devenu président? Alors, débâcle, il n'y a pas eu de débâcle. Nous avons surtout privilégié la paix. Parce qu'au premier tour déjà, nous avions gagné 53%. Il a fallu qu'on annule toute la commune de Ratoma qui fait 400 000 électeurs pour qu'il y ait un deuxième tour, premièrement. Deuxièmement, entre 2 tours, c'est le seul pays au monde où on a fait 4 mois. Parce que la transition était du côté de Alpha Condé. L'administration civile et militaire roulait pour que Alpha Condé soit au pouvoir. Tous les jours, c'est un problème concret. Et mieux que ça, entre les 2 tours, tous les militants supposés de l'UFDG ont été chassés dans toutes les zones qui sont censées être les fiefs du RPG d'Alpha Condé. Au point qu'entre les 2 tours, nous n'avions aucun représentant dans toute la Haute-Guinée, qui est le fief d'Alpha Condé. Et on se retrouve avec des scores soviétiques. À Mandiana, on vous parle de 97,97% de participation, avec 100% de voix pour le RPG. Et figurez-vous que même les assesseurs de l'UFDG auraient voté pour le RPG. Vous voyez la mascarade. Alors, il n'y a pas eu de débâcle. Nous avons privilégié la paix. Nous n'avons pas reconnu une défaite. Nous avons accepté les résultats publiés par la Cour suprême, qui est l'instance suprême, pour privilégier la paix, pour qu'on ne dise pas que c'est un monsieur qui était capable de faire quelque chose pour la Guinée. On l'a laissé faire 5 ans. Mais malheureusement pour les Guinéens, c'est 5 ans de misère. 5 ans de graves violations de droits de l'homme. Nous avons 60 de nos militants qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre juste pour
réclamer des élections communales, des élections législatives. Dans un pays normal, chaque 5 ans, on organise des législatives. Mais entre 2010 et 2013, alors que la Constitution disait que 6 mois après l'élection présidentielle, le pouvoir devait organiser des élections. On a fait 3 ans, 60 mois. Pourquoi? Et à la suite de ces résultats, nous avons compris pourquoi Alpha Condé et le RPG avaient peur d'organiser ces législatives. Alors, parce qu'avec tout l'argent qu'ils ont alors aujourd'hui, évidemment, l'eau a coulé sous les ponts. Oui. Les chances de M. Alpha Condé sont aussi grandes que celles de M. Cellou Dalein Diallo. Je vous dis que les chances de Cellou Dalein sont encore beaucoup plus grandes en 2015 qu'en 2010. Il est quand même le président de la République aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Il n'était pas le président de la République. Oui, mais je vous dis... Aujourd'hui, il est le président de la République. Je vous l'ai dit. Vous pensez que si M. Alpha Condé gagnait ces élections... Il aura triché. Il aura triché? Sans coup férir. Je vous explique. En 2010, il a eu le soutien de l'armée, le soutien de l'administration civile. En 2015, l'UFDG est plus forte qu'en 2010. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué. Il y a eu des alliances, les lignes ont bougé, le tout sauf contre un ne marche plus. Au contraire, ça se retourne contre Alpha Condé. Alors, c'est une peur bleue. Au point que c'est lui qui se met maintenant sur tous les plateaux de télé à apprendre aux gens comment est-ce qu'il faut voter. Alpha Condé, il faut aller retirer vos cartes. Ça, c'est le travail du directeur de campagne. Il faut aller voter et il faut cocher telle cage. C'est parce qu'ils sont devenus frileux. Alors, et qu'est-ce qui fait ça? Oui. C'est la mobilisation. Dans toutes les régions de la Guinée, partout où le président Cellou est passé, ce sont des émeutes. C'est des files de monde en un point fini. Mais on va parler aussi de cette alliance qui s'est faite entre M. Cellou Dalein Diallo et Dadis Camara. D'aucuns se sont surpris. On a même parlé de l'alliance. On était surpris, devrais-je dire. De l'alliance avec le diable. Ça, c'est les gars du RPG. Mais pourquoi il est allé justement établir cette alliance avec Dadis Camara? C'est simple. Dadis est à la tête d'un parti légalisé par l'État de Guinée. Et la justice, à notre entendement, à notre connaissance, n'a jamais inculpé Dadis. Dadis n'est inculpé de rien en Guinée, aussi bien par les tribunaux guinéens que par les tribunaux internationaux. Un. Deuxièmement, il est à la tête d'un parti politique légalisé par la Guinée, par l'État de Guinée. Alors, nous sommes un parti organisé, nous faisons des alliances avec les partis. Et mieux que ça, c'est maintenant qu'on sait que Dadis est le diable du côté du RPG. En 2010, il a appelé à voter Alpha Condé. On ne parlait pas de diable en ce moment. En 2013, pendant les législatives, il a appelé à voter Alpha Condé. En ce moment, on ne parlait pas de diable. Alors nous, à l'UFDG, nous sommes sereins. Et d'autant plus que le président Dadis, le capitaine Dadis, a dit vouloir se mettre à la disposition de la justice. Pourquoi on l'empêche de rentrer? Pourquoi on l'empêche de rentrer? On va rapidement terminer sur ce sujet. Oui. Est-ce que si vous venez au pouvoir, le président Dadis sera réhabilité? Le capitaine Dadis a dit lui-même qu'il faut qu'il se mette à la disposition de la justice, que la justice tranche sur sa culpabilité ou non. Maintenant, réhabilité, c'est un ancien chef d'État qui a dirigé la Guinée. Je crois qu'il y a des textes de loi en Guinée qui régissent cette fonction d'ancien chef d'État ou d'ancien président. C'est la loi qui va s'appliquer. Ce n'est pas à l'UFDG ou au président Cellou de décider de ce qui va se faire. Nous appliquerons stricto sensu ce qui est dit par la Constitution et les lois guinéennes. Si la communauté internationale, évidemment, on peut terminer sur le sujet de la Guinée, sur la communauté internationale, vous demandez encore une fois d'accepter les résultats comme en 2010. Nous ne l'accepterons pas. Je ne vous laisse pas terminer, nous ne l'accepterons pas. Parce qu'après avoir accepté les résultats de 2010, nous espérions que M. Alpha Condé aurait été à la hauteur, se serait mis au-dessus de la mêlée. Mais il a divisé les Guinéens. Figurez-vous qu'il va à Cancan pour dire que la Guinée appartient aux Soussous, aux Malinqués et aux forestiers. Il omet au moins 40% de la population, c'est-à-dire les Peuls. Ce monsieur n'a pas le droit d'être à la tête de notre État. Parce qu'en plus de ne rien faire pour le pays, dans le domaine du développement, les violations de droits de l'homme sont quasi quotidiennes. Nous avons 60 militants qui sont tués à bout portant.
Dans la région forestière, les crimes de Womé, de Zogota, de Galapay, où on rentre en pleine nuit dans des villages, égorge les chefs de village. Oui, mais bon, ça, c'est des crimes d'État. Pour l'instant, alors je termine. Vous ne pouvez pas incriminer le président de la République. Attention, quand c'est l'armée qui va commettre ces crimes, la responsabilité première incombe au chef de l'État. Oui, si Jean-Pierre Bemba est jugé à La Haye, c'est parce que ses troupes sont allées commettre des crimes supposés en Centrafrique. Alors, chaque fois qu'on est à la tête d'un État, c'est la responsabilité. Maintenant, la culpabilité vient au niveau de ceux qui ont posé les actes. Mais la responsabilité première d'assurer la sécurité des Guinéens, nonobstant toutes leurs différences ethniques, régionales et religieuses, c'est le président Alpha Condé. Alors, je voudrais rappeler évidemment que c'est dommage que M. Camara Djouma, premier responsable du RPG en Côte d'Ivoire, n'ait pas daigné répondre à notre invitation pour le débat. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez seul sur ce plateau. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Pouvoir vous apporter de la contradiction. Mais le RPG a toujours fui les débats parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est la seule explication. Même le président, le premier responsable du RPG, Alpha Condé, fuit les débats. Ce n'est pas ces subalternes qui vont oser venir à un débat. On va essayer évidemment de revenir sur les enjeux de la crise au Burkina et notamment parler de la diaspora. On va sortir des clivages de vos oppositions entre notamment cette arrestation de M. Djibril Bassolé qui vous divise tous les deux mais qui est une affaire de justice. Et nous allons attendre les décisions de justice peut-être pour nous prononcer encore plus longuement sur le sujet Djibril Bassolé. Alors les enjeux justement pour le Burkina Faso, notamment après les élections de 2015, dont on cherche encore la date, mais je pense qu'on va très très bientôt la trouver. Les enjeux pour la diaspora, c'est 2020. Alors, comment vous allez pouvoir dire au prochain président d'inclure la diaspora dans le processus électoral et surtout voter pour la diaspora? Alors, je pense que nous n'avons pas à dire au prochain président de faire quoi que ce soit pour qu'on vote en 2020. C'est écrit dans les textes déjà que la diaspora devrait même voter pour 2015. Mais au regard de la fuite de Blaise Compaoré, qui n'était pas prévue, parce que c'est ce qu'il faut dire, le peuple a décidé de mettre un terme au régime Compaoré à un moment donné et instaurer une transition. Donc, personne n'avait prévu de transition au Burkina Faso. Donc, du coup, il y avait un certain nombre de défis à relever. Parce que, figurez-vous, ce régime a laissé à la transition 27 années de dossiers criminels. Quand je parle de criminels, je parle de crimes de sang, de crimes économiques, de gros dossiers. Il y a quand même 27 années que vous devez quand même accorder à M. Blaise Compaoré. Il a rehaussé l'image du Burkina Faso. Il n'y a pas eu que des crimes au Burkina Faso. Vous ne pouvez pas du revers de... Non. On est d'accord. Le prix a été très cher, cher ami. Oui. On ne peut pas dire que pendant 27 ans... Vous ne reconnaissez absolument rien à M. Blaise Compaoré. M. Blaise Compaoré a fait ce qu'il avait à faire. M. Blaise Compaoré a fait ce qu'il pouvait faire pour le Burkina Faso. En même temps, M. Blaise Compaoré traîne des casseroles énormes. Et en termes de crimes de sang, c'est des centaines de personnes, d'opposants tués. Bon, ce que je veux dire tout simplement, c'est que pour les élections de 2020, il n'y a pas de discussion possible. C'est prévu dans la loi, c'est prévu dans la Constitution. Et la transition nous a rassurés que c'est vrai qu'en 2015, ils nous ont demandé de faire ce sacrifice ultime, laisser les élections se faire au niveau du Burkina Faso à cause des problèmes financiers. Est-ce que le CDP ou la NAFA peuvent conquérir l'électorat burkinabé en Côte d'Ivoire? Je viens de vous dire notamment la diaspora. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après Blaise, la majorité avait mis leur pensée. Laquelle des majorités? La majorité de la diaspora. La majorité de la diaspora. Et c'est ce qui explique la diaspora internationale, ivoirienne, italienne, togolaise, tout partout. Je suis désolé. Écoute, vous comprenez? Je ne sais pas de quelle diaspora il parle. Je suis le coordonnateur.
Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Quand on dit le N23, c'est le plus grand mouvement de la société civile de la diaspora. Renseignez-vous, vous comprenez? La NAFA, c'est un parti politique créé il y a juste quelques mois. La NAFA est un parti. Donc, alors, on va le laisser terminer. On va le laisser terminer. Alors, pour ne pas évidemment allons très rapidement. Vous revendiquez combien de membres aujourd'hui la NAFA? Combien de militants en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour le cas que vous maîtrisez le plus. Bon, pour l'instant, nous sommes en tout cas la moitié. Des jeunes de Côte d'Ivoire. Même les Burkinabés de la diaspora. Vous savez comment on appelle ça en bon français? Pardon? C'est pas juste de dire ce genre de choses. Dites Comment la vérité. Comment c'est pas juste? Écoutez, même le Burkina, vous pensez que c'est pourquoi Djibril a été arrêté? Écoutez, on n'est pas en campagne. Tout simplement parce qu'il a été l'homme. Bon, qui est capable pour l'instant, vous n'avez pas de chiffres exacts. Il n'y a pas de chiffres exacts. Alors, je suis désolé. Quel chiffre il a sur sa coordination de jeunes M23? Alors, donc, les chiffres que moi j'ai, monsieur, vous pouvez vérifier le N23 a des coordinations sur la totalité des régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans 6 régions. Je dis régions. Et dans les départements et dans toute la commune. Et même à l'extérieur. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la NAFA n'est pas un parti politique représentatif au niveau de la pour l'instant, mais seulement, je vais parler des élections de 2020. Nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer tous les candidats en lice pour les élections de 2015, pour leur remettre un document où nous avons énuméré tous les problèmes que rencontre la diaspora. Et en même temps leur demander qu'ils fassent tout pour que 2020 soit l'année des élections pour la diaspora. Et en même temps, nous avons demandé que le nouveau président puisse créer un ministère de Burkinabé de la diaspora. Non, ça, c'est quelque chose qui était déjà mis sur pied. Le défi est énorme en termes d'organisation. C'est quelque chose qui a déjà mis sur pied, mon ami. Allez, messieurs, on reviendra. On vient de parler de Djibril Bassole comme le Messie. Mais Djibril Bassole n'est personne d'autre qui vient d'arriver en politique. Quand il vient de créer son parti il y a juste un an. Donc il ne peut pas aujourd'hui prétendre avoir des milliers de militants. Et juste après, du contrat qui a été arrêté. La NAFA, pour vous, évidemment, c'est le plus grand parti bientôt. Bientôt. Bon, ok, d'accord. Donc, sera le plus grand parti, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, vous avez dit tout à l'heure, de boule de cristal, ils ont peut-être une boule de cristal où ils lisent un peu les choses. Mais nous, on parle de réalité. On parle même du peuple de Burkina Faso. Parce que là, il ne s'agit pas d'un parti politique, monsieur Jean-Jacques. Je voulais tous souligner une chose. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, les 30 et 31 octobre, est tout simplement l'œuvre d'un peuple mûr, d'un peuple mature, d'un peuple debout, d'un peuple digne. Et la même chose, nous avons répété la même chose lors des événements du 17 septembre. Pour, non seulement, d'abord, nous avons mis fin au coup d'État, nous avons mis fin au terrorisme. Non seulement cela, nous avons mis fin au RSP. Nous avons désarmé les RSP. Je rends hommage à notre armée nationale. Je rends hommage à notre armée patriotique qui a pris ses responsabilités et qui a mis fait. Merci pour la propagande. Merci encore. Voilà. Nous allons évidemment parler des enjeux de ces élections, notamment les enjeux 2015, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso. Vous me le disiez hors caméra, évidemment, que la Guinée, tout reste à faire. Quels seront les chantiers prioritaires pour M. Cellou Dalein Diallo s'il venait à être le président de la République de Guinée au soir, justement, de cette élection présidentielle? Alors, en Guinée, tout reste à faire. Mais les chantiers sur lesquels le président Cellou et l'UFDG axeront leur programme, c'est d'abord un état de droit. Un état de droit devant lequel tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir, premièrement. Deuxièmement, sur les infrastructures, avec la crise d'Ebola, nous avons vu comment est-ce que ce régime a géré cette crise. D'abord, en ne reconnaissant pas qu'il y a Ebola, ça a créé tous les problèmes. Ensuite, tous les fonds qui sont arrivés pour aider ce pays à sortir de cette crise-là ont été détournés aux fins de campagne du RPG. Nous allons mettre fin à cela. Les infrastructures seront le deuxième élément. Les infrastructures sanitaires, routières et j'en passe. Ensuite, nous avons l'agriculture. La Guinée est un pays minier. Il y a quelqu'un qui me disait hors antenne, la Guinée est un scandale géologique. Mais la Guinée est un scandale tout court. Puisqu'avec tout ce qu'on a... Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire principalement dans l'agriculture? Dans l'agriculture, la Guinée produisait beaucoup plus de bananes
à l'indépendance que la Côte d'Ivoire. Autant de café et de cacao. Il faut réhabiliter cette agriculture. En quoi faisant? En ayant une structure qui étudie, qui propose aux agriculteurs, qui les assiste. On ne peut pas cultiver avec une daba et espérer avoir une culture de rente. Ce n'est pas possible. Il faut avoir des structures spécialisées qui travaillent dans ce domaine-là. Pour que, comme en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, les jeunes, au lieu d'attendre un emploi de la fonction publique, puissent avoir leur plantation et s'autosuffire. Mais ça passe d'abord par la mécanisation de l'agriculture, ensuite le suivi et l'assistance de l'État. Je vous parlais d'infrastructure. On nous dit, non, Alpha Condé a fait ceci. Moi, je suis à 50 km de la capitale, à Conakry, à Koya. 50 km de route, ça fait plus de 7 ans qu'on est là-dessus, on n'a pas fini. On a vu en Côte d'Ivoire, l'autoroute Yamoussoukro à Abidjan, c'est 250 km. En 4 ans, on a vu 100 km plus les 100 autres réhabilités. Je vous donne un autre exemple. Kouroussa d'Abola, c'est 160 km. En voiture, vous faites 7 heures de route. C'est-à-dire quelqu'un s'embarque à Abidjan, il arrive à Paris, vous n'êtes pas arrivé à 160 km. Pendant 4 ans, pendant 5 ans, M. Alpha Condé. Et on dit qu'il est originaire de Kouroussa. C'est inadmissible. Alors l'UFDG va s'atteler. Le 5e point, c'est la communauté de la diaspora. Un point essentiel sera consacré à cette communauté-là. Parce que ce que la diaspora guinéenne apporte en matière de modernisation, en matière d'urbanisation de la Guinée, c'est énorme. Si l'État peut organiser cette diaspora-là, je pense que sans trop de démagogie, on se serait même passé de l'aide de FMI et de la Banque mondiale, connaissant le dynamisme de la diaspora guinéenne partout à travers le monde. C'est des gens qui sont millionnaires en dollars, mais ils ne peuvent pas revenir en Guinée. Parce que le matin, un militaire peut prendre un fusil, aller chez vous, vous liquider, parce que vous êtes plus riche que lui. Ça, il faut mettre fin à ça. Permettre aux Guinéens d'avoir le courage et surtout d'oser revenir, investir en Guinée. En tout cas, merci, merci beaucoup. En tout cas, et pour terminer, quels seront les chantiers prioritaires? On va commencer par vous, Monsieur Lenga Boukari, du futur président du Burkina. Que devra-t-il faire exactement? À quoi doit-il s'atteler? Pour moi, le président qui sera élu, en tout cas, je ne dirais pas démocratiquement, s'il y a encore l'exclusion, il va falloir qu'on essaie de voir, de traiter ce problème. Parce que tant que ce problème n'est pas traité, franchement, je ne pourrais vous dire ce que deviendra le Burkina demain ou après-demain. Parce que je ne sais pas. La majorité est silencieuse pour l'instant. Mais le jour qu'elle va décider d'appliquer la loi et la démocratie à la... Une partie est sortie. Laissez-moi m'étonner, mais bon, la majorité silencieuse, elle est où exactement? Elle est là. On ne la connaît pas pour l'instant. On la connaît puisque ceux qui sont sortis, d'abord pour faire partie, pour demander la démission du président Blaise Compaoré. Non, écoutez, ceux qui sont sortis pour demander la démission du président Blaise Compaoré, ils étaient seulement qu'une centaine de milliers. Nous sommes plus pratiquement 18 millions au Burkina Faso. Les autres sont où? Ils sont à la maison, ils attendent, ils regardent, ils suivent les choses. Mais le jour que ces personnes se lèveront. Mais pour vous, au-delà justement de l'exclusion, il n'y a pas d'autres chantiers prioritaires pour le prochain président. Il faudra forcément faire la réconciliation. Mais avant les élections, c'est un préalable. C'est un préalable. Il faut d'abord... On va terminer avec vous, Monsieur Pograwa, rapidement. Pour vous, quels sont les chantiers? Si on doit aller directement, il faut d'abord l'inclusion. Alors, je pense que ce monsieur est vraiment en déphasage avec la au-delà. En fait, le débat de l'exclusion est vraiment dépassé. Non, ça n'existe plus, ce débat n'existe plus. Selon vous, on va aller directement. Le débat d'exclusion, sans l'inclusion, le Burkina ne peut pas marcher normalement. Il ne peut pas avancer. Ce débat n'existe plus pour nous. Il y a ce débat d'exclusion et tout ça. Pour nous, c'est terminé. Le peuple a pris son destin en main. Le peuple, aujourd'hui, a réhabilité la transition avec toutes les institutions de la transition. Le peuple, aujourd'hui, attend que la transition redéfinisse une nouvelle date des élections. S'il vous plaît. Monsieur, je viens répondre à votre question. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui. Si vous pouvez aller directement pour votre question, quels sont les chantiers? Je pense que, le futur président devra faire... Le futur président, qui, à mon sens, sera parmi les 10 personnes qui ont été retenues par le Conseil constitutionnel. Pour nous, le grand défi pour ce président sera d'abord la réconciliation nationale. Ensuite, viendra le défi du développement.
Parce que vous savez que notre pays est vraiment sur la liste des pays les plus pauvres de cette planète. Donc, il y a le défi de sortir notre pays de la pauvreté. Vous savez que la pauvreté au Burkina Faso a été entretenue par l'ancien régime CDP. Tout simplement parce qu'il voulait avoir l'emprise sur l'électorat. Donc, le grand défi, c'est d'abord la réconciliation nationale, c'est le développement et c'est surtout faire en sorte que la pauvreté quitte notre pays. Et je pense qu'il y a aussi le défi de la justice et faire en sorte que l'impunité définitivement quitte notre pays. Il faut que tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher, la justice puisse se mettre au travail et les interpeller un à un et les juger. Tous ceux qui seront cités en termes de crimes de sang, crimes économiques, doivent être rattrapés par la justice. Tous ceux qui ont trempé en intégrement extérieur, dans le coup d'État, dans le terrorisme, ils doivent être interpellés. Ça fait 3 mois que tu n'a pas accepté d'assister au débat. Je rappelle évidemment que nous avons tenté de comprendre le feu des élections en Afrique de l'Ouest. Vous aurez bien compris que les marmites sont toutes bouillonnantes. Ce dimanche, les Guinéens éliront leur futur président. Nous avions à nos côtés M. Diallo Mamadou Mouktar, qui est le secrétaire à la communication et à l'information du Bureau fédéral de l'Union des forces démocratiques de la Guinée, directeur national en Côte d'Ivoire de campagne de M. Cellou Dalein Diallo. Merci d'être venu. Merci M. Cellou, que vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez offerte de parler de ce régime qui est chancelant à l'agonie et surtout d'exposer le programme et la vision du président Cellou pour une Guinée unie et prospère. Allez, et puis il devrait avoir à côté de vous, on a fini par retirer sa chaise, Monsieur Camara Diouma du RPG, Rassemblement du peuple guinéen, du parti de Monsieur Alpha Condé. Allez, nos amis de la diaspora burkinabé, Monsieur Moumouni Pograwa, très volubile et très en verve aujourd'hui. Vous avez quelque chose contre la NAFA, c'est ça? Je n'ai rien contre la NAFA, j'ai beaucoup de choses contre les terroristes, contre les faiseurs de coups d'État. Alors si la NAFA, à un moment donné, a soutenu un coup d'État, il faut que la NAFA réponde de ses actes. Vous considérez que la NAFA a soutenu un coup d'État? Pour moi, c'est clair et net, et ça a été dit par le général lui-même. Ok, merci beaucoup, Monsieur Lenga Boukari. Merci de m'avoir invité, surtout, je vais juste préciser une chose. Vous m'avez permis ici de parler de notre peuple, qui est un peuple digne, un peuple fier. Nous sommes fiers de notre peuple. L'exemple de démocratie que nous avons envoyé à l'humanité, je ne dirais pas à l'Afrique, mais à l'humanité. Donc tous les peuples qui sont en lutte aujourd'hui doivent prendre l'exemple sur le Burkina Faso pour dire que personne ne viendra faire la démocratie chez eux. C'est à eux-mêmes d'imposer leur démocratie à eux. Et si c'est terminé le temps de coup d'État, définitivement en Afrique. Merci beaucoup. Il y a eu le printemps arabe. Maintenant, il faut compter avec l'Harmattan du Yelenga. Et on termine avec Monsieur Lenga Boukari, je rappelle, vice-président de la jeunesse de la nouvelle alliance du Faso, la NAFA en Côte d'Ivoire. On termine avec vous. Peut-être un mot pour terminer. Merci beaucoup de nous avoir invités ici. Mais seulement, je voudrais tout simplement dire que le Burkina Faso, franchement, ce qui se dit actuellement, ce que vous voyez n'est pas la réalité. La réalité est tout autre. La transition fait tout pour placer quelqu'un à la tête du pays. Et comme les partisans ou bien la NAFA qui fait peur, ils ont tout fait pour essayer de recaler ces personnes. Mais le Burkina Faso est un pays de droit, un pays vraiment que les enfants doivent quand même profiter de leur existence. Non, je n'ai pas encore fini. Mais nous demandons à la transition de revenir à la raison et de faire une politique d'inclusion pour que le prochain président soit réellement légitime. Vous êtes sur la planète Mars, on dirait, mon ami. Voilà. Donc, pour vous, évidemment, la politique d'inclusion et on espère les défis de la réconciliation nationale au Burkina Faso, les défis du développement, les défis de la justice sont les chantiers qui attendent le prochain président burkinabé autant que le prochain président de la Guinée. Merci à tous d'être restés en notre compagnie et n'oubliez pas la spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire du 12 au 25 octobre 2015, tous les soirs sur Vox Africa. On se retrouve bientôt pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.